Et donc là, on va vous parler des différents modèles d'études qu'on étudie dans l'équipe. Donc, il y en a deux types principaux. Il y a des modèles dits animaux, en particulier la souris, et puis des cellules qu'on étudie également, puisqu'on arrive maintenant à produire des neurones humains en culture, ce qui est important pour ces maladies neurologiques. Donc, on va vous parler de modèles dans les quelques diapositives qui suivent. À nouveau, tout ça a été simplifié pour cet après-midi. On pourra y revenir par la suite. Comme je vous l'ai dit, on est disponible. Donc la première présentation va être au sujet de la souris qu'on a fabriquée pour modéliser cette maladie. Et c'est Lucille Brun qui est doctorante dans l'équipe et qui investit beaucoup d'énergie dans le projet souris KCNQ2 qui va vous en parler. Voilà, Lucille, si tu es là, je te laisse la parole. Oui, merci. Je vais peut-être mettre la caméra, ce sera plus sympa pour vous. Je ne sais pas si vous me voyez, parce que moi, je ne me vois pas. On te Oui, voit et on oui. t'entend très bien. Ok, parfait. Du coup, tu peux mettre la première diapo. Alors, comme a dit Laurent, effectivement, moi, je travaille essentiellement sur la souris modèle d'encéphalopathie épileptique précoce. Pourquoi on utilise la souris? Bien, parce que c'est un animal en fait qui peut mimer les pathologies humaines et les symptômes de ces pathologies, comme les épilepsies par exemple dans notre cas. Donc, comment brièvement on crée une souris modèle? En fait, on va, pour les pathologies génétiques évidemment, on va insérer une mutation qui est d'abord retrouvée chez plusieurs patients. Et en l'occurrence, nous, notre mutation, elle est responsable d'une encéphalopathie épileptique dite sévère et typique, dont je vous dirai les caractéristiques après, mais dont vous êtes évidemment au courant. Et une fois que cette souris elle est créée, on va l'analyser et l'étudier pour voir si elle reproduit bien ce que l'on voit chez les patients qui ont la même mutation. Cette étape-là, elle est très importante puisqu'elle permet de valider en fait la pertinence du modèle vis-à-vis de la pathologie. Ça permet ensuite d'envisager des traitements, des tests de traitement, puisqu'on va pouvoir en fait tester des nouvelles approches thérapeutiques, de tester l'efficacité de ces approches sur ce modèle. Donc, je veux bien que tu passes la diapo, s'il te plaît, Léron. Donc, pour vous reconstituer un peu dans le contexte et dans la chronologie des choses, donc d'abord, la mutation elle a été décrite en 2012 dans la littérature. Donc, comme j'ai dit, c'est une mutation qui est responsable d'une encéphalopathie épileptique sévère, donc avec des patients qui ont un début des crises à la première semaine de vie, un électroencéphalogramme anormal, donc suppression burst ou discontinu, des troubles du neurodéveloppement et un arrêt des crises en grandissant. En 2016, on a créé la souris et une fois la souris créée, on l'a analysée et étudiée, comme j'ai dit tout à l'heure, ce qui a permis de faire en 2020 une publication scientifique sur les symptômes communs entre les patients porteurs de cette mutation et notre souris modèle. Il s'avère que notre souris modèle, elle fait des crises d'épilepsie spontanée, donc sans qu'on lui fasse rien, elle fait des crises. Elle est aussi sujette à une pathologie qui est évolutive, puisqu'elle a un arrêt des crises en vieillissant, et elle a aussi des troubles du neurodéveloppement. Ça a permis donc de valider notre modèle et d'envisager dès cette année, donc 2021-2022, des premiers tests de thérapie qui vont s'articuler en deux axes. Premièrement, des tests de nouvelles molécules pharmacologiques qui sont intéressantes à étudier. Donc, étudier sur la souris leur efficacité, mais aussi leur innocuité, évidemment. Et d'autre part, la thérapie génique, donc le fait d'introduire du matériel génétique dans des cellules malades pour les rendre saines. Cette souris, elle est nécessaire et indispensable à nos recherches, mais ce n'est pas le seul modèle, comme a dit Laurent, de notre équipe. Donc, je vais laisser mes collègues parler des cellules juste après moi qui complètent très bien les résultats obtenus de la souris. Merci. Merci Lucille. Est-ce que vous avez des questions sur cet aspect-là? Oui, je voulais juste savoir, vous parlez de ce qui se passe chez vous à Marseille. Hein. Ça, Oui, bien sûr, c'est notre modèle. En fait, nous avons développé le premier modèle d'encéphalopathie épileptique précoce liée à KCNQ2, parce que ce petit type de modèle n'existait pas en fait auparavant. Il n'existait pas dans le monde ou en Europe ou... Il n'existait pas du tout, nulle part. D'accord. En fait, voilà. Il y avait des modèles, mais qui n'étaient pas des modèles qui, au niveau physiologique,
reproduisait exactement la présence d'une mutation sur KCNQ2 dans un organisme vivant naturel, entre guillemets, non modifié à l'exception de la mutation de KCNQ2. D'accord, merci. Bonjour, je suis désolée, je n'ai pas saisi le prénom de votre consoeur qui vient de s'exprimer. Elle s'appelle Lucille. D'accord, Lucille. Bonjour. Bonjour. Est-ce qu'il serait possible d'avoir un peu plus d'informations quant aux tests de thérapie que vous avez mis en place, vos espérances, qu'est-ce que vous attendez de chacun et la différence entre les molécules pharmacologiques et la thérapie génique? Peut-être, je ne sais pas si vous avez prévu de l'aborder plus tard. Je ne crois pas que ce soit prévu plus tard. Peut-être Laurent a envie de dire un mot, mais non, oui, comme tu veux, Lucille, si tu veux répondre, sinon je veux bien commencer, puis tu complètes s'il manque des choses. Les molécules pharmacologiques, c'est plus du coup des molécules chimiques, hein, de ce que vous pouvez connaître comme médicaments en fait. Donc il y en a déjà sur le marché, mais on aimerait en tester d'autres, peut-être plus efficaces. Et puis la thérapie génique, comme je dis, c'est d'introduire en fait du matériel génétique pour en fait rendre les cellules malades, les rendre saines. Donc ça passe pas par des molécules chimiques, ça va passer par en fait c'est là que Laurent va intervenir parce que vulgariser ça, c'est difficile. Mais en fait, ça va être de contrecarrer en fait la mutation et ses conséquences pour réussir à ce que les cellules qui sont malades deviennent saines. Mais je pense que Laurent l'expliquera beaucoup mieux que moi. Est-ce que la thérapie génique est la médecine de demain? Alors, c'est certainement une solution pour un certain nombre de pathologies, hein, puisque, comme vous le savez peut-être, il y a déjà des maladies génétiques pour lesquelles des approches de thérapie génique fonctionnent. Ouais. Ça fonctionne bien, enfin bien, en tout cas, ça fonctionne pour des tissus qui sont facilement accessibles, comme certaines maladies sanguines, certaines maladies, ça commence à avoir des résultats intéressants pour des maladies musculaires, etc. Pour les maladies neurologiques, c'est toujours plus compliqué parce que c'est le cerveau qu'il faut arriver à atteindre. Et le cerveau est bien protégé à l'intérieur de la boîte crânienne. Il est protégé lui-même par une barrière qu'on appelle la barrière hémato-encéphalique. Donc, c'est pas toujours facile d'aller délivrer des médicaments ou des approches de thérapie génique pour le cerveau. En tout cas, en ce qui concerne KCNQ2, il y a vraiment ces deux types de stratégies qui sont utilisées de façon simultanée. Puisque comme vous l'a dit Florence et comme vous l'a dit le professeur Mille, ce KCNQ2, en fait, c'est un canal potassique, hein, il permet d'échanger du potassium d'un côté à l'autre de la membrane. Et comme pour beaucoup de ces canaux ioniques, il y a des molécules qui existent, qui sont susceptibles d'augmenter leur activité ou d'inhiber leur activité. Donc, il y a la possibilité d'agir de façon pharmacologique sur le canal, et c'est ce qu'on va essayer de faire sur les modèles qu'on développe. Donc ça, ce sont toutes les approches de pharmacologie, on va dire. Et puis, il y a l'approche de thérapie génique, elle va viser à aller intervenir directement sur le gène lui-même et en particulier sur le gène qui est porteur de la mutation. Donc, on a des outils un petit peu sophistiqués qui seraient compliqués d'expliquer vraiment dans le détail aujourd'hui, mais sur lesquels, si vous êtes intéressé spécifiquement par ces aspects-là, on pourra revenir, hein, on pourra organiser une présentation spécifique si vous le souhaitez, mais on a des outils dans les laboratoires de génétique moléculaire pour aller, en quelque sorte, essayer d'inactiver la mutation de KCNQ2 directement au niveau du noyau de la cellule. Et donc, c'est le deuxième grand type d'approche à côté de la pharmacologie sur lesquels plusieurs laboratoires sont en train de travailler à l'heure actuelle. Et pour faire ça, il nous faut des modèles, hein, parce que bien évidemment, ces thérapies expérimentales, on ne va pas les tester sur vos enfants. Donc, il nous faut des modèles cellulaires et il nous faut des modèles intégrés, puisque là, on s'adresse aux épilepsies, donc à un fonctionnement anormal de réseaux de neurones. Et ces réseaux de neurones, il est très difficile de les reproduire dans une boîte de culture, par exemple, bien que Florence et Cécile vont essayer de vous démontrer le contraire juste après. Mais en tout cas, on ne recrée pas un cerveau dans sa complexité dans une boîte de culture. Donc, on a besoin d'organismes dans lesquels les réseaux de neurones vont se développer et se structurer au cours du développement et de la vie de l'animal, de façon à, quand on arrive avec une thérapie expérimentale, mesurer quels sont les bénéfices, mais aussi quels sont les inconvénients, quels sont les effets secondaires, quels sont les risques. Donc, tout ce travail-là de recherche qu'on appelle la recherche translationnelle, en fait, hein, qui vise à développer dans le cadre d'un laboratoire de recherche un traitement qui sera peut-être
poussé jusqu'à un essai clinique chez les patients. Tout ce travail-là a besoin de modèles. Donc, la souris en fait partie. Et le deuxième modèle, c'est un modèle cellulaire. Et s'il n'y a plus de questions, peut-être il y a encore des questions sur cet aspect-là. Oui, j'ai une petite question. Oui. Dites-moi, est-ce que les thérapies géniques ne pourraient pas être appliquées pour justement le gène KCNQ2? Parce que vous disiez que les thérapies géniques étaient plus compliquées au niveau du cerveau parce que c'était plus difficile d'accès. Mais en tout cas, moi, ce que je sais des informations en tout cas, qui viennent de Pologne, c'est que le docteur Zambek, Mirosław Zambek, a commencé justement à faire des thérapies géniques pour une maladie qui s'appelle la AADC, qui est une maladie neurologique, ouais, qui est une maladie neurologique. Et Alors, il y a beaucoup d'essais de thérapie génique sur beaucoup de maladies génétiques différentes, en fait, mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a également de multiples approches pour la thérapie génique. Quand on fait de la thérapie génique, on peut essayer d'aller inactiver un gène, par exemple, directement dans la cellule. On peut essayer de remettre une protéine qui manque, puisque dans certains cas, on n'a pas une protéine anormale, mais on a une protéine absente. Donc, il y a des approches de thérapie génique où on va vouloir réintroduire dans la cellule la protéine qui n'y est pas. Donc, on ramène le gène, en quelque sorte, à l'intérieur de la cellule. Est-ce que je peux vous couper? Parce qu'il y a beaucoup d'informations qui viennent. Allez-y. Mówię o tym, że analizy jakby genetyczne, jakby właśnie te terapie geniczne już jest dużo, które są w trakcie, tylko jakby różnią się jakby metody, bo można próbować na przykład dezaktywować jednego gena lub izolować i tak dalej. Oui, vous pouvez continuer. Et donc, il y a de multiples approches de thérapie génique. En ce qui concerne KCNQ2, ce qu'il faut comprendre, les pathologies liées à KCNQ2 dont on parle aujourd'hui, on a une protéine qui est présente, mais qui est présente de façon avec un fonctionnement anormal, en fait. Donc, ce qu'on va vouloir dans ce cas-là, c'est essayer de contrecarrer cette anomalie-là avec des outils qui sont particuliers à cette maladie. Ce n'est pas pareil si on voulait remettre, par exemple, une protéine dans une cellule dans laquelle on va réexprimer le gène normal. Là, ce sont des approches différentes. Alors, c'est très sophistiqué en termes de génétique. J'ai vraiment pas là, ça va m'être difficile de rentrer vraiment dans les détails. Mais je fais des présentations sur ces approches-là, si vous voulez. Enfin, on est plusieurs à en faire et on pourra le faire à une autre occasion et vraiment prendre le temps de détailler ce que ça veut dire concrètement. En fait, que, par exemple, ce que vous êtes en train d'expliquer, c'est que pour le gène KCNQ2, par exemple, la thérapie génique est plus compliquée que, par exemple, une autre qui peut-être plus compliquée. Ce que je suis en train d'essayer de dire, peut-être en le disant de façon différente, c'est que dans le cas de KCNQ2, on a dans les cellules une protéine qui fonctionne de façon anormale. Elle est produite et elle ne fonctionne pas bien. Donc, si on veut faire une approche classique de thérapie génique dans laquelle on va venir remettre de la protéine normale dans la cellule, la protéine anormale y est déjà. Donc, elle va continuer à empêcher le fonctionnement de la protéine normale. Donc, dans ce cas-là, il faut qu'on cible l'anomalie qui est présente dans la protéine qui est déjà dans la cellule. Il ne faut pas qu'on vienne remettre une protéine qui serait absente. Parce que là, la protéine est présente, mais ne fonctionne pas bien. Donc, ce sont des approches différentes. Ok, tout est clair. Super. Merci beaucoup. Et donc, on peut maintenant, s'il n'y a plus de questions, parler de la deuxième. Donc là, Lucille vous a présenté le modèle animal. Oui. J'aurais une toute dernière question. Oui. Par rapport aux aux similitudes par rapport aux patients et à cette souris, on parle de symptômes communs. Est-ce que, du coup, en fait, ce que je voulais comprendre, c'est quand on part sur une recherche, sur des tests de thérapie, du coup, pour chaque traitement ou chaque piste entreprise, la piste doit prendre en compte un objectif de bénéfice sur tous ces différents symptômes, ou plutôt le symptôme le plus impactant, par exemple. On a un modèle avec un certain nombre de signes cliniques. On sait que cette souris, elle fait des épilepsies. On sait qu'elle a des anomalies neurologiques. On sait qu'elle a des crises qui disparaissent au bout d'un certain temps. On sait qu'elle a des anomalies qu'on appelle électrophysiologiques. C'est Laurent Nickstein qui va vous en parler. Donc, des anomalies dans le fonctionnement des neurones. Donc, on a un certain nombre d'éléments dont on sait qu'ils sont anormaux chez ce modèle. Et nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va traiter ce modèle par les différentes approches, la pharmacologie ou la thérapie génique, et on va essayer de voir quel est l'impact de notre traitement sur les différentes anomalies qu'on a mis en évidence dans le modèle.
Donc, est-ce qu'il y a un impact sur les crises d'épilepsie? Est-ce qu'il y a un impact sur le neurodéveloppement? Est-ce qu'il y a un impact sur les paramètres de fonctionnement électrique des neurones? Donc, on va tout regarder simultanément. Et il est possible que certaines approches n'aient un effet sur rien du tout, sur l'ensemble des signes ou que sur un seul des différents paramètres que l'on mesure. Ça, c'est l'expérimentation qui permettra de le dire. Alors, on va passer au deuxième type de modèle qu'on utilise, et celui-là fait appel directement à des ressources dont certaines sont issues de certains de vos enfants, hein, puisque là, on va parler de cellules humaines. Et ce modèle, c'est ce qu'on appelle les cellules IPS. Donc ça, je vais laisser Cécile Mignon-Ravix, qui est ingénieure de recherche dans l'équipe, et Florence Molinari, qui est chercheur à l'INSERM, également dans notre équipe, vous parler de ces cellules IPS. Donc Cécile et Florence, je vous laisse prendre la main. Oui. Donc, bonjour tout le monde. Donc, je vais commencer et vous parler d'un deuxième modèle, donc après le premier modèle qu'a présenté Lucille. Donc, en introduisant un petit peu les faits qui ont conduit à la création de ce modèle. Donc, en fait, comme on a dit, les encéphalopathies épileptiques sont des pathologies du cerveau. Et l'une des difficultés que l'on rencontre dans l'étude de ce type de pathologie, c'est qu'on ne peut pas travailler directement sur les cellules humaines malades pour étudier les mécanismes cellulaires qui conduisent à la pathologie. Donc, en effet, à la différence des pathologies musculaires pour lesquelles on peut réaliser des biopsies de muscles, il est impossible de prélever des cellules du cerveau humain chez le patient. Et donc, c'est pour ça qu'un certain nombre de modèles ont été mis au point. Donc, par exemple, des modèles animaux, comme a présenté Lucille, ou des modèles cellulaires. Et dans ces modèles, on a pu, par exemple, introduire au niveau de l'ADN une mutation qui était connue pour être associée à la pathologie. Mais même si ces modèles ont permis de commencer à mieux comprendre les mécanismes qui conduisent à l'expression de la maladie, il reste des modèles et ils ne reflètent pas complètement ce qui se passe dans les cellules du cerveau humain, telles que les neurones. Et donc ça a conduit les chercheurs à essayer de trouver des alternatives. Et donc en 2006, il y a une équipe de chercheurs japonais qui ont eu l'idée de transformer des cellules humaines différenciées, donc des cellules adultes, en cellules souches pluripotentes, tout cela en leur faisant exprimer des facteurs de dédifférenciation. Donc ça a conduit au modèle qu'on appelle Induced Pluripotent Stem Cell, ou IPS. Et ces chercheurs ont même obtenu le prix Nobel de médecine en 2012 pour cette découverte. Et donc, il est aujourd'hui possible donc de travailler sur des cellules qui sont des cellules de patients qui ont été produites et qui ont été différenciées en neurones et qui donc possèdent la mutation qui est responsable de la pathologie. Donc, comment se passent les étapes pour obtenir ces cellules EPS? Donc, c'est sur la diapositive suivante. Donc, à partir d'un prélèvement d'un donneur qui peut être un témoin ou un patient, prélèvement qui peut être donc une prise de sang, on obtient des cellules adultes que l'on force à se dédifférencier pour obtenir, donc tout ça en leur faisant exprimer des facteurs de reprogrammation. On les dédifférencie en cellules qu'on appelle IPS. Ce sont des cellules qui sont capables de se multiplier à l'infini et de se différencier dans tous les types de cellules qui composent un organisme humain adulte. Donc ça peut être, pour nous, ce qui nous intéresse, des neurones, et qui constituent donc notre modèle d'étude. Donc sur la diapositive suivante. Donc, au laboratoire, on possède maintenant 2 lignées de neurones dérivés de patients porteurs d'une mutation dans le gène KSNQ2, et on a même une 3e lignée qui est en cours de reprogrammation. Et donc, on va pouvoir travailler à partir de ces lignées pour essayer de les caractériser. Alors, d'une part, sur le plan morphologique, à l'aide d'anticorps spécifiques. Bon, c'est des techniques un petit peu compliquées, mais vous voyez sur la diapositive une photo de neurones humains issus d'IPS qui ont été
marqués avec des anticorps spécifiques pour essayer de caractériser le type de population de neurones qu'on a dans cette culture, qui peuvent être des neurones excitateurs ou inhibiteurs, d'étudier leur structure, c'est-à-dire le nombre et la taille de leurs ramifications, par exemple, parce qu'on sait qu'un neurone, c'est constitué d'un corps cellulaire et de nombreuses ramifications qui vont ensuite former le réseau de neurones et se connecter entre eux. On peut également faire une caractérisation sur le plan fonctionnel en étudiant l'activité électrique de la cellule, puisqu'on a vu que le gène KCNQ2 codé pour un canal potassique qui participe à la transmission du signal électrique. Et on peut aussi les caractériser en étudiant le contenu en ARN et en protéines de la cellule, qui sont des indicateurs sur le fonctionnement de la cellule. Et on peut également, oui, et donc ce que j'ai pas dit, donc en fait, ce qui est important, c'est que une fois ces caractérisations obtenues, on peut le faire sur des cellules témoins et sur des cellules de patients et comparer chacune des données pour essayer de mieux comprendre ce qui se passe dans les cellules malades par rapport aux cellules témoins. Et on va aussi pouvoir réaliser des tests pharmacologiques. Donc, comme l'a dit Lucille sur les modèles animaux, on peut aussi également le faire sur ce type de modèle de cellules humaines, faire des tests pharmacologiques, tester différentes substances chimiques pour étudier la réponse des cellules à ces substances et essayer de trouver éventuellement des médicaments futurs pour le traitement des patients directement. Et donc, voilà, c'était fini pour cette partie-là et je vais laisser la parole à Florence. Oui, donc déjà, pourquoi est-ce qu'on s'intéresse aux neurones? Donc déjà, il faut savoir que le neurone est, on va dire, la cellule principale du cerveau. Il y en a d'autres, mais le neurone représente environ 100 milliards de neurones dans le cerveau humain. Et la protéine KCNQ2 s'exprime justement dans ces neurones. Et les neurones, en fait, communiquent entre eux via des messages électriques au niveau d'une structure qu'on appelle la synapse. En fait, au niveau de cette synapse, deux neurones vont pouvoir s'échanger des molécules chimiques, qu'on appelle neurotransmetteurs, et ensuite transmettre un message électrique. Et lorsque plusieurs neurones sont connectés entre eux, on va alors parler d'un réseau neuronal. L'avantage de communiquer justement avec un message électrique, c'est qu'aujourd'hui, il existe plein de techniques différentes pour pouvoir enregistrer ce message. En particulier le patch clamp, ça c'est une technique que Laurent Henigstein va vous présenter juste après. Et aujourd'hui, il y a d'autres techniques qui existent. Donc le patch clamp permet d'enregistrer une cellule à la fois. Et il y a d'autres techniques qui s'appellent des multi-electrode arrays, qui en fait sont des systèmes où il va y avoir plusieurs électrodes en même temps qui vont nous permettre d'enregistrer plusieurs neurones en même temps et justement nous permettre d'enregistrer un réseau neuronal et de voir justement ce message électrique se propager à travers les différents neurones. Donc sur la diapositive d'après, en fait, nous avons pu déposer en fait une demande de financement à la région Sud en 2020, financement que nous avons réussi à obtenir. Et grâce à un cofinancement entre la région et l'unité Marseille Medical Genetics, nous avons pu acheter un MEA, donc un multi-électrode array, qui va pouvoir nous permettre d'enregistrer les neurones dérivés d'IPS, donc les cellules que Cécile vient de vous présenter. L'avantage de ce MEA, c'est qu'en fait, c'est une sorte de mini-incubateur portatif, c'est-à-dire que l'on peut mettre nos cellules à l'intérieur. Les cellules vont avoir tout l'environnement qu'il leur faut pour bien se développer. Donc, en fait, nous, en termes de culture, on va garder le même type de culture. Et la seule différence qu'il va y avoir, c'est qu'on va utiliser des plaques, comme vous pouvez le voir, qui vont de 6 à 96 puits. Et dans chacun de ces puits, il va y avoir des électrodes, entre 8 et 64 électrodes. Donc, vous avez bien compris que plus il y aura d'électrodes, plus on pourra enregistrer un réseau neuronal dense. Et la dernière photo, celle de droite, en fait, ce sont les petits points brillants que vous voyez, ce sont les corps cellulaires des neurones. Et vous voyez les neurones, comment ils sont petits par rapport aux électrodes. Et chacune de ces électrodes va nous permettre d'enregistrer l'activité électrique de ces neurones et donc de tous les neurones répartis sur toute la surface de culture. L'avantage de ce système, c'est que donc, nous allons pouvoir réaliser des enregistrements à plusieurs temps sur plusieurs semaines. Donc, on va pouvoir voir l'évolution de ces neurones. On va pouvoir donc
les caractériser en termes d'activité électrique. On peut également observer ces neurones au microscope et donc vérifier leur morphologie également. Et donc enregistrer ces neurones à différents temps de vie pour voir justement comment évolue leur activité électrique. Et comme l'a dit Cécile, pouvoir comparer des neurones de patients et des neurones de contrôle et voir quelles sont les différences entre ces deux types de lignées cellulaires. Et donc l'avantage sur la dernière diapositive, l'avantage de ce système, c'est que donc on peut voir au niveau du temps, on peut caractériser ces cellules, on peut voir leur développement au cours du temps. On peut donc caractériser aussi la pathologie à travers ce type de cellules bien particulier, mais surtout, on peut tester différentes molécules très rapidement pour voir justement si ces molécules ont un impact sur les cellules, on va dire, malades comparées à des cellules de patients, et cela un peu plus rapidement puisqu'on va pouvoir étudier justement le réseau neuronal dans sa globalité. Mais après, bien sûr, il y aura plein de tests complémentaires à faire, en particulier au niveau du modèle animal, pour voir justement l'action de ces molécules sur d'autres modèles. Vous avez le nom des différents intervenants, donc si vous voulez nous contacter l'un ou l'autre par mail, notre adresse mail, elle est la même pour tout le monde. Elle est le prénom.lenom @univ-mu.fr. Et puis vous avez les sites web et un certain nombre d'informations, mais que vous pouvez retrouver à travers d'autres contacts au niveau de l'hôpital ou de l'unité de recherche. Donc voilà, n'hésitez pas, on est disponible.